Bonjour et bienvenue à tous. Donc la semaine dernière, nous avons repris le cours de nos travaux à partir du, vous vous souvenez peut-être du discours très musclé des politologues américains aux prises avec la montée en puissance de la Chine. D'abord celui déjà ancien de Samuel Huntington à la fin des années 1990 sur le Clash of Civilizations, donc le choc des civilisations, puis celui plus récent de l'ère Trump, de Graham Allison sur the Thucydides Trap, c'est-à-dire le piège de Thucydide. Et nous avons vu donc la manière dont leur a répondu cet intellectuel chinois, Gan Yang, dans une conférence qu'il a donnée il y a un peu plus d'un an et qui s'adressait à des étudiants enfin on pourrait dire la jeune élite chinoise des universités les plus prestigieuses de Pékin puis de Shanghai, dans le cadre d'un cours qu'il donnait sur la civilisation de la Grèce antique. Alors, sa conférence commençait par une lecture de passages substantiels du livre 2 de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, où l'on voit se succéder absolument sans transition l'oraison funèbre prononcée par Périclès en hommage aux guerriers athéniens tombés au début de cette guerre, oraison qui sonne surtout comme un éloge des vertus d'Athènes, Athènes qui était donc la puissance montante face à Sparte. Donc oraison qui se trouvait immédiatement suivie dans le texte de Thucydide de la survenue de la peste à Athènes juste quelques mois plus tard. Et Gan Yang, donc en étudiant ces passages avec ses étudiants, ne manque pas de souligner le contraste saisissant, voire tragique, entre l'exercice d'autocongratulation et l'hubris du discours de Périclès, et de l'autre côté, donc, le désastre et la perte totale d'humanité et de valeurs civilisatrices provoquées par l'arrivée brutale de la peste. Contraste que Gan Yang présentait comme une leçon pour les États-Unis. Il dit les États-Unis ont tendance à perdre tout sens de modération, donc à donner dans l'hubris. Mais l'ironie des événements tout récents fait que cette leçon apparaîtrait aujourd'hui bien plutôt comme une leçon pour la Chine. Alors toujours est-il que Gan Yang se place résolument dans le sillage de Huntington. Je vous rappelle ce texte donc, où il affirme que la guerre entre la Sparte et l'Athènes des temps modernes, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, cette guerre est fondamentalement une guerre de civilisation. Donc vous avez la mention en anglais donc, du nom de Huntington, le titre de son livre, et donc j'ai surligné en rouge toutes ces références donc, à cette notion de civilisation. Et Gan Yang de développer cette idée en disant que jamais au cours des 500 ans écoulés depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb à la fin du XVe siècle, jamais le monde occidental n'avait été défié par une puissance non occidentale, ou, pour reprendre la fameuse expression de Madame Karen Skinner, donc non caucasienne. Alors, nous voyons donc que la menace de la guerre
inhérente au piège de Thucydide se transpose ici au plan civilisationnel et intellectuel. Donc nous passons de ce discours des think tanks, un discours très géostratégique et géopolitique, on passe là au plan justement de la guerre des idées. Or cette guerre, comme beaucoup de guerres, commence par la stratégie qui consiste à aller chercher des armes chez l'ennemi. Et c'est exactement ce que nous montre le parcours de Kan Yang et d'un de ses compagnons de route les plus proches, qu'il a connu sur les bancs de l'université de Pékin au début de la période post-maoïste, du début des années 1980. Et ce compagnon de route s'appelle Liu Xiaofeng. Donc vous les avez ici tous les deux, Kan Yang au centre, Liu Xiaofeng donc à gauche de la diapositive, c'est le monsieur assez baraqué, et à droite vous avez le poète assez connu, donc même très connu, Pei Dao. Alors nous les voyons ici dans cette, on pourrait dire cette période dorée. Au moment où tous ces hommes sont dans leur trentaine à peu près, puisque Kan Yang est né en 1952 et Liu Xiaofeng quelques années plus tard, en 1956. Alors je dis que c'est une période dorée parce que c'est une période qui a précédé donc le traumatisme du massacre de Tiananmen en juin 1989, qui a eu pour effet de les disperser, tous les trois. Ils sont tous partis de Chine à la suite de ce traumatisme dans des directions différentes. Mais les deux compères, vous les retrouvez sur cette photo, donc beaucoup plus récente, en 2015, où vous reconnaissez donc Liu Xiaofeng donc à sa toujours sa corpulence, quelqu'un de très très puissant tant physiquement qu'intellectuellement, et à côté donc à sa droite Kan Yang. Alors après donc s'être connu à l'université de Pékin, donc je le répète au début des années 1980, nous sommes juste peu après la mort de Mao Zedong et la chute de la bande des quatre et la fin effective de la révolution culturelle en 1976. Alors après cette sortie de l'université de Pékin, ces deux compères donc ont commencé à introduire massivement en Chine des classiques de la philosophie occidentale moderne. Ce sont eux qui ont introduit des philosophes comme Nietzsche, Heidegger, Sartre, Benjamin. Et dans cette Chine, donc encore une fois post-révolution culturelle, qui avait été plus ou moins fermée au monde pendant des décennies, et tant sur le plan, disons, politique que sur le plan intellectuel et culturel. Alors vous imaginez un peu la fringale, passez-moi l'expression, mais c'était vraiment ça, la fringale des intellectuels chinois pour justement tout ce qui pouvait représenter pour eux quelque chose de nouveau. Et donc on a parlé justement de cette fièvre culturelle, ce wenhua des années 1980, à laquelle donc ces deux figures ont beaucoup participé et ont beaucoup contribué. Alors, évidemment, là nous sommes au début des années 1980 et crac, à la fin, donc en 1989, arrive ce que vous savez, c'est-à-dire donc la répression dans le sang
de ces manifestations et protestations étudiantes sur la place Tiananmen, avec le résultat que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire donc la dispersion de beaucoup d'intellectuels qui ont dû même quelquefois quitter la Chine. Et ça a été le cas justement pour nos deux compères. Kan Yang est parti donc aux États-Unis, à Chicago, dans le cadre du fameux Committee on Social Thought, où donc il était censé en fait s'inscrire dans un programme doctoral de PhD sous la direction de personnalités comme Alan Bloom, Edward Shills et même François Furet, que nous connaissons bien en France. Et pendant ce temps-là, Liu Xiaofeng, lui, est parti en Suisse et en Allemagne. Il a étudié lui aussi dans un programme doctoral de PhD à l'université de Bâle, sous la direction de Heinrich Ott, qui est ce théologien suisse et étudiant, disciple de Karl Barth. Alors, pour ce qui est de Kan Yang, je crois l'avoir dit la semaine dernière, donc il est reparti de Chicago sans avoir passé son doctorat. Ça c'est, en tant que directrice de thèse, je sais que c'est le destin de beaucoup de thèses malheureusement qui restent inachevées malgré les éminentes qualités du doctorant, mais enfin bon, ça c'est bon. Alors, Kan Yang donc revient vers la Chine, mais pas tout à fait, puisque en fait il commence par enseigner à l'université de Hong Kong, et ensuite il regagne carrément le continent, et en 2009 il fonde le Boya Xueyuan, c'est-à-dire donc le collège. Oui, qu'est-ce que j'ai dit au début du... c'est vraiment très très perturbateur. C'est pas que je trouve que ce que je dis soit d'une importance telle que vous n'ayez pas besoin de distraction, mais ici, franchement, au milieu d'une phrase, c'est très perturbateur. Donc, essayez de faire sonner le téléphone au moins à la fin d'une phrase. Donc, je disais, ce Boya Xueyuan est un petit peu le premier collège d'humanité en Chine, puisque c'est un collège qui est dédié à l'étude des grands classiques, des textes classiques, qui implique donc que les étudiants, dès leurs premières années à l'université, étudient donc le chinois classique, le grec ancien et le latin. Donc là, vous avez en fait une formation complète classique, aussi bien donc occidentale que chinoise. Et l'idée justement de ce collège des humanités, alors je dis collège non pas au sens du collège de France ou au sens du collège ici en France, mais du college américain. Donc ce sont en fait ce sont des années un petit peu préparatoires à l'université. Donc ce modèle, Kan Yang le colporte avec lui à mesure de sa carrière en Chine, et finit par en fonder un également à Pékin, à la très prestigieuse université Tsinghua. Et c'est là donc qu'il a conçu et donné ce cours sur la civilisation de la Grèce antique, qui a donné lieu justement à cette conférence de conclusion sur Thucydide et le piège de Thucydide que nous lisions la dernière fois. Alors,
après leur retour en Chine continentale, puisque ça a été leur sort, contrairement donc au poète Bai Dao, comme je l'ai dit tout à l'heure, Liu Xiaofeng et Gan Yang ont produit une masse tout à fait impressionnante de publications. Donc, ils ont créé une collection qui s'appelle donc Classici et Commentarii, sous le sigle général de Hermès, que vous voyez à l'image. Et en 15 ans, ils ont publié plus de 350 volumes de ces classiques et de ces commentaires, dont vous avez quelques échantillons ici. Alors, cette collection, alors je vous l'expose un peu en détail parce que elle ne fait pas exactement la même chose que ce que nous faisons aux belles lettres, c'est-à-dire notre collection bleue des belles lettres, des budets chinois. C'est une collection uniquement de traductions de textes en chinois classique. Donc je rappelle que le chinois classique, ça ne concerne pas que la Chine, mais ça concerne aussi la Corée, le Japon et le Vietnam. Donc nous faisons uniquement des traductions de ces textes vers le français, avec donc le texte original en vis-à-vis et des annotations assez savantes, donc dans la tradition des budets. Ici, nous avons une collection qui mélange un petit peu donc des traductions, mais aussi des essais comme celui-ci que vous avez à l'image, qui est dû au créateur de la collection lui-même, donc Liu Xiaofeng, et qui vous avez le Gudianxue yu Xiandaixing, et vous avez donc la traduction en anglais en dessous, Classical Studies and Modernity, c'est-à-dire donc les études classiques et la modernité. Vous pouvez aussi avoir, comme je l'ai dit, des traductions de langue européenne, ici de l'allemand, de Nietzsche. Il s'agit des dithyrambes de Dionysos, ou alors des traductions aussi d'ouvrages de philosophie moderne et contemporaine, comme c'est le cas ici. Vous avez la traduction de l'anglais d'un ouvrage de Jacob Howland qui s'intitule en anglais donc The Paradox of Political Philosophy, Socrates' Philosophic Trial, c'est-à-dire donc le paradoxe de la philosophie politique, le procès philosophique de Socrate. Donc, vous voyez qu'en 15 ans, notre collection bleue aux belles lettres en a presque autant, mais nous sommes loin du compte des 350 parutions, mais quand même, enfin, nous en sommes à presque 35-40 parutions depuis 2010. Donc, ici, vous avez quelque chose, vraiment une espèce de... comme on parle de transfert technologique, vous avez un transfert ici culturel vraiment de vaste dimension. Alors, cette collection est animée essentiellement par Liu Xiaofeng, qui lui, en fait, est plus un universitaire véritable, un penseur et un essayiste, alors que Gan Yang, lui, en fait, est beaucoup plus sur le front des médias. C'est plus un intellectuel public, en quelque sorte, qui fait de nombreuses conférences publiques et donne de nombreux entretiens dans les médias. Et Gan Yang, c'est quelqu'un qui s'est signalé dès 2005 par une conférence qui a fait date et qu'il a publié ensuite
sous la forme d'un livre et qui s'intitule Trong San Trong, c'est-à-dire donc Trong, ça veut dire en fait traverser ou relier comme on relie les perles d'un collier, les trois Trong, c'est-à-dire les trois, on pourrait dire les trois traditions ou les trois filiations. Alors c'est une conférence qu'il a donnée en 2005 à l'université de Tsinghua et qui a fait date parce que là nous sommes bien au-delà du paradoxe, parce que en fait ce que Kan Yang essaye de faire, c'est carrément la quadrature du cercle, c'est-à-dire donc il prétend donc unifier ou relier entre elles les trois traditions qu'il estime être authentiquement chinoises. Alors, ça commence, bon, assez classiquement par la tradition confucéenne. Alors, bon, entre parenthèses, la Chine, c'est pas que le confucianisme. Tous mes collègues sinologues ici en France vous le diront haut et fort, mais enfin bon, ce que retient Kan Yang de l'histoire intellectuelle chinoise, c'est le confucianisme. Ensuite, la deuxième tradition authentiquement chinoise pour lui, c'est le maoïsme. Alors bon, déjà, essayer de relier entre eux le confucianisme et le maoïsme, bon, déjà c'est assez sportif. Et la troisième tradition, tenez-vous bien, authentiquement chinoise, c'est le capitalisme selon Deng Xiaoping. Bon. Alors, donc, il s'agit pas moins de montrer le lien, voire la continuité entre donc la tradition culturelle confucéenne, la justice sociale, qui selon Kan Yang est la caractéristique du maoïsme, et les réformes de marché de l'ère Deng Xiaoping. Alors, bon, c'est évidemment pour ça qu'on est admiratif, vous comprenez, qu'on arrive à faire ce genre d'exercice. Mais enfin, bon, disons que ça va tout à fait, enfin, je vais dire dans le fil de l'histoire, parce que en fait, vous savez que le Parti communiste est tout à fait friand justement de ces oxymores comme l'économie socialiste de marché ou la société socialiste d'harmonie. Et donc, c'est pas non plus étonnant que cette conférence ait trouvé un écho non seulement dans le public, dans la société chinoise, mais aussi, quelques années plus tard, dans les discours du président Xi Jinping, qui y trouve tout à fait son compte. Et à partir de là, donc Kan Yang, on ne l'arrête plus, donc il se produit un petit peu partout. Et dans une autre conférence qui a fait date, où il parle de la critique de la modernité des années 1980 et de la transformation des années 1990, il explique justement comment on peut passer de manière continue d'une pensée libérale dans les années 1980, comme ça a été son cas, à un conservatisme culturel une décennie plus tard. Donc là, dans cette conférence, il retrace son propre parcours en justement se défendant des objections qu'on lui a évidemment opposées. Comment se fait-il que quelqu'un, la même personne, puisse être perçu comme un libéral dans les années 1980 et ensuite, une décennie plus tard, et surtout à partir du début des années 2000, être perçu comme un défenseur du conservatisme culturel le plus radical. Alors là, il faut,
remonter à l'origine de cette histoire, c'est-à-dire à l'introduction en Chine de la pensée de deux intellectuels européens, et même plus spécifiquement allemands, à savoir Carl Schmitt et Leo Strauss. Alors, là, bon, je vous préviens, aujourd'hui, le cours est sous le signe du paradoxe. Parce que, bon, ces deux intellectuels allemands, qui ont tous les deux, en fait, été actifs dans les années 1930, suivez mon regard, on ne peut pas imaginer des personnalités aussi différentes. Carl Schmitt, le voici à l'image, donc photographié devant sa bibliothèque. Bon, ça a l'air quelqu'un de tout à fait inoffensif, qui est né donc en 1888, mort presque centenaire en 1985. Donc ce Carl Schmitt a été un juriste, constitutionnaliste, théoricien et professeur de droit, mais aussi donc un vrai penseur, un philosophe d'inspiration fortement catholique, qui est donc né en Allemagne, qui a été professeur de droit public sous la République de Weimar et qui a adhéré formellement au Parti national-socialiste, au Parti nazi, dès 1933. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas tergiversé longtemps pour adhérer au Parti nazi et qui a soutenu de manière continue le régime nazi, y compris dans ses théories et ses pratiques raciales et antisémites. Et il est même considéré par certains comme carrément le juriste officiel du Troisième Reich, du fait des rapprochements qu'on peut faire entre sa doctrine juridique du décisionnisme et l'évolution institutionnelle de l'Allemagne sous le régime nazi. Alors, après la défaite allemande, il a été écarté de l'enseignement universitaire, mais il n'a, à notre connaissance, jamais manifesté de regret concernant ses opinions antisémites ou ses positions politiques. Alors, je ne vais pas, je suppose que Carl Schmitt est une figure connue parmi vous, mais donc je vais bien me garder d'entrer dans les complexités de sa pensée, mais en gros, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la nature de l'État et des constitutions qu'il considère dans la filiation de la pensée de Jean Bodin. Et pour lui, en fait, l'idée force, c'est que la souveraineté étatique est absolue ou elle n'est pas. Donc c'est le tout ou rien, quoi. Et cette autonomie étatique repose sur la possibilité de l'État, justement, de se conserver lui-même en dehors même de la norme juridique, par une décision, d'où on parle de décisionnisme chez lui, qui prouvera et fondera cette souveraineté. Et donc, évidemment, toutes les controverses qui sont liées à sa pensée sont étroitement liées à sa vision absolutiste de la puissance étatique et à son anti-libéralisme. De fait, la pensée de Carl Schmitt n'a pas manqué d'alimenter les controverses chez nous en Europe et en particulier en France,
où vous avez une charge contre lui, menée en particulier par le philosophe Yves Charles Zarka, pour qui donc Carl Schmitt a été certes un juriste réputé et redouté, qui a occupé une place prééminente au sein des instances juridico-politiques du nazisme. Et Zarka donc rappelle que Schmitt a adhéré au parti nazi dès le 1er mai 1933, et le 11 juillet de la même année, Göring le nomme au Conseil d'État de la Prusse, où il siège à côté de Himmler et d'autres dignitaires nazis jusqu'en 1945. Donc, en octobre 1933, Schmitt devient professeur titulaire de la chaire de droit public de l'Université de Berlin, alors, donc position extrêmement prestigieuse, qu'il conservera également jusqu'à la fin de la guerre. Alors là, Zarka insiste là-dessus contre ceux qui voudraient faire croire que Schmitt s'est éloigné justement de tout ce système nazi peu de temps après son adhésion au parti, mais Zarka dit c'est pas vrai, hein, c'est quelqu'un qui est resté fidèle au nazisme jusqu'à la fin de la guerre. En 1934, c'est Zarka qui continue, Schmitt est en pleine ascension dans la hiérarchie nazie, on lui confie la direction de la Deutsche Juristenzeitung, donc l'organe officiel du droit national-socialiste, où il publie de nombreux articles qui cautionnent les pires lois nazies. Et dans la même année, 1934, il publie un article intitulé « Le Führer protège le droit », qui cautionne Hitler après la sanglante nuit des longs couteaux, où il écrit, où Schmitt écrit donc « Le Führer met vraiment à exécution les enseignements tirés de l'histoire allemande. Cela lui donne le droit et la force pour fonder un nouvel État et un ordre nouveau. » Bon, donc nous sommes dans les années 30, dans cette Allemagne où le nazisme commence à prendre pied. Vous pouvez transposer ça éventuellement à une situation actuelle. Bon. Alors, Zarka continue en disant que c'est pas tellement étonnant que la pensée de Schmitt accompagne aujourd'hui les néoconservateurs américains et Donald Trump aux États-Unis, Recep Tayyip Erdogan en Turquie ou Viktor Orban en Hongrie. Tout ça, ça paraît tout à fait naturel. Mais comprendre comment et pourquoi Carl Schmitt est lu par nombre d'intellectuels de gauche, chez nous en Europe, demande un effort. Donc Zarka passe en revue un petit peu justement tous ces intellectuels plutôt situés à gauche, qui sont fascinés, ils ont cette fascination pour Schmitt. Alors d'Alexandre Kojève à Giorgio Agamben, en passant par Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Étienne Balibar ou Toni Negri, ils se sont penchés sur ces textes, tout en le dénonçant évidemment, pour penser des questions essentielles, notamment celle du rapport entre droit et politique. Mais, demande Zarka, de quoi le retour de Carl Schmitt est-il le signe ? Et il cite donc un propos de Marie Goupy, qui était à l'époque directrice de programme au Collège international de philosophie. Elle dit ceci: « Certes, la pensée de Carl Schmitt se construit sur une critique du libéralisme qui trouve des échos à notre époque, non seulement parce qu'il y a une certaine exaspération antilibérale, notamment liée au fait que le politique exprime son impuissance face à la mondialisation économique. Malheureusement, je crois aussi que l'intérêt pour Schmitt dit quelque chose du risque de réponse populiste, sinon fasciste, à cette exaspération, et ce, non pas à gauche, mais dans l'ensemble de la société. C'est précisément ce risque que
beaucoup d'auteurs de gauche veulent analyser. Alors, donc, vous avez ce Carl Schmitt, donc, dont nous verrons qu'il exerce également une très grande fascination en Chine contemporaine, hein, qui ne peut pas être plus différent, hein, en tout cas son parcours ne peut pas être plus différent que celui de Leo Strauss, que vous avez ici à l'image, qui lui est de à peu près 10 ans son cadet. Il est né en 1899, mort en 1973, qui lui donc est né intellectuel allemand juif, hein, mais qui a émigré et s'est réfugié aux États-Unis dans les années 1930, à la veille de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il a suivi le mouvement de beaucoup d'intellectuels juifs qui ont senti arriver la menace, hein, après avoir suivi en Allemagne les cours de Husserl et Heidegger. Alors, Leo Strauss, c'est quelqu'un qui prend la nationalité américaine en 1945 et qui donc termine sa carrière universitaire et sa vie aux États-Unis, hein, où il meurt donc en 1973. Il a ainsi enseigné la philosophie politique à New York, puis à Chicago. Donc là, on va voir que Chicago est un point névralgique pour notre propos d'aujourd'hui. Alors, son œuvre est une tentative de restituer le sens de la philosophie politique classique des Socrates et des Platon jusqu'à l'aube du XVIe siècle européen. Et donc, c'est quelqu'un, au fond, qu'on peut qualifié très sommairement d'antimoderniste. C'est quelqu'un qui tonne à tout propos contre justement la modernité et qui articule sa philosophie autour des concepts de nature humaine et de droit naturel. Bon, alors, maintenant, vous allez me dire comment se fait-il que ces deux intellectuels allemands, mais alors vraiment en fait aux antipodes, hein, dans leur choix, leur parcours intellectuel, se retrouvent dans le même bateau, hein, dans leur réception en Chine. Alors ça, nous le devons, hein, essentiellement à ce monsieur, hein, lui-même intellectuel et universitaire allemand, tout à fait contemporain lui-même, puisqu'il est né en 1953. C'est donc le professeur Heinrich Meyer, et qui est donc l'auteur de ce livre qui s'intitule en allemand, donc Carl Schmitt, Leo Strauss und der Begriff des Politischen, zu einem Dialog unter Abwesenden. Et donc qui est paru en Allemagne, en version allemande, donc en 1988, qui a été traduit en français par les éditions Julliard sous le titre Carl Schmitt, Leo Strauss et la notion de politique en 1990, et donc en anglais, vous l'avez à l'image ici, sous le titre Carl Schmitt and Leo Strauss, puisque c'est comme ça qu'on prononce en anglais, The Hidden Dialogue, donc Carl Schmitt et Leo Strauss, le dialogue caché, hein, ou on pourrait dire une sorte de dialogue in absentia, hein, puisque c'est un dialogue imaginaire qui n'a jamais véritablement eu lieu. Alors, c'est donc à la lecture de ce livre et à la fréquentation de Heinrich Meyer que Liu Xiaofeng opère justement sa conversion straussienne. En 2001, Liu Xiaofeng publie un premier article intitulé La docilité du hérisson, qui est issu justement de ses lectures de Strauss à la fin des années 1990, justement des lectures qui sont fortement orientées par l'interprétation de Meyer, hein,
qui a justement cette façon très paradoxale de les mettre ensemble. Alors, maintenant, encore une fois, c'est pas mon propos d'entrer dans les complexités des pensées de ces deux géants allemands, mais notre propos ici, c'est en fait de nous intéresser à leur réception en Chine. Comment diable est-ce qu'on peut expliquer le succès soudain de ces deux intellectuels allemands très opposés entre eux, mais qui ont en commun un anticommunisme farouche? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'ils éient introduits en Chine, mais qu'ils y aient connu aussi en fait un tel engouement? Alors ça, c'est la question à laquelle essaye de répondre un ouvrage collectif qui est paru en anglais en 2017 et qui s'intitule donc Carl Schmitt and Leo Strauss in the Chinese-speaking world. Donc Carl Schmitt et Leo Strauss dans le monde sinophone. Et le sous-titre est Reorienting the Political, alors réorienter le politique. Alors dans le réorienter, vous avez évidemment un jeu de mots puisque en fait il s'agit finalement de voir comment se passe cette transposition de cette notion du politique telle qu'elle est exprimée chez Schmitt et Strauss en Orient, en Chine. Alors c'est un volume qui a été dirigé par le philosophe lui-même d'origine allemande, mais établi à Taïwan, Kai Marshall, et le politologue Carl Shaw. Alors, ils essayent, à travers l'étude approfondie du contexte idéologique d'émergence, des canaux de diffusion et des enjeux théoriques et politiques de l'introduction de ces pensées, ils essayent de réunir, alors c'est en fait un volume qui est le résultat d'un colloque qui a été tenu à Taïwan en 2014 et qui a rassemblé donc des chercheurs de tous bords, européens, nord-américains, chinois et taïwanais, et qui donc essaye de proposer un premier état des lieux, souvent critique, de cette réception de Schmitt et Strauss en Chine. Alors, dans ce volume, on constate que de nombreuses contributions insistent, à juste titre, sur la nécessité de replacer l'engouement pour ces deux théoriciens dans le contexte de la crise actuelle du régime chinois. Alors, je rappelle que le colloque s'est tenu alors que Xi Jinping arrivait tout juste au pouvoir. Donc là, nous sommes dans une situation où la Chine est aux prises justement avec ce néo-capitalisme introduit par Deng Xiaoping dans les années 1980, et qui a provoqué une augmentation considérable des inégalités sociales de fait, et aussi une augmentation de la corruption que le Parti communiste chinois avait bien du mal à compenser sur le plan idéologique. Et c'est la raison pour laquelle Xi Jinping, dès son arrivée au pouvoir, a fait le ménage de manière très énergique et on pourrait dire brutale sur justement ce problème de la corruption. Mais les contributeurs de ce volume constatent que face à cette crise, le champ intellectuel chinois est très divisé. Parce que, en fait, dans les années 80, il existait une sorte de front intellectuel favorable à des réformes libérales, et ce libéralisme des années 1980, qui marque aussi justement
la première pensée des figures qui nous intéressent, à savoir celle de Liu Xiaofeng et Gan Yang, connaissent des scissions très profondes après le traumatisme de Tiananmen, après donc 1989, puisque vous avez après cela des libéraux qui souhaitent poursuivre les réformes économiques tout en prônant l'établissement d'une démocratie représentative. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on a appelé la nouvelle gauche, qui s'oppose, quant à elle, surtout au cours néolibéral, à la tournure néolibérale, la tournure d'économie de marché du parti, et cette nouvelle gauche qui privilégie donc ces revendications de justice sociale. Donc ça explique justement cette espèce de virage pris dès le début des années 2000 par Gan Yang, qui essaye désespérément de faire le raccord entre la tradition culturelle confucéenne et donc la justice sociale selon lui prônée par le maoïsme, et en intégrant également l'économie de marché de Deng Xiaoping. Bon. Alors, donc, ça explique donc cette espèce de virage tout à fait spectaculaire qu'on voit dans les années 2000 chez des intellectuels comme nos deux compères qui, à partir de ces années-là, prennent une tournure résolument néoconservatrice et nationaliste, qui trouvent du carburant justement dans la pensée de Carl Schmitt. Alors, Carl Schmitt, à quoi est-ce qu'il sert dans cette affaire? C'est que il permet à ces intellectuels chinois de rejeter ce qu'ils appellent l'impérialisme culturel occidental, et de prôner donc un exceptionnalisme chinois qui serait tout à fait compatible avec le maintien de l'autoritarisme. Et les néoconservateurs issus de la nouvelle gauche ont donc ainsi construit un rapport positif avec ce soi-disant modèle chinois, ces soi-disant caractéristiques chinoises, aujourd'hui promues par Xi Jinping. Donc vous voyez un petit peu comment tout ça se goupille, si j'ose dire, c'est-à-dire vous avez cette espèce de virage à 180 degrés, donc des années 2000 de ces intellectuels qui maintenant fournissent du carburant donc au discours officiel du Parti communiste chinois. Alors, vous avez dans cet autre ouvrage également paru en anglais, un autre ouvrage collectif qui lui élargit donc le propos à toute l'Asie du Nord-Est. Vous avez Leo Strauss in Northeast Asia, qui est dirigé par deux universitaires coréens et qui disent attendez, il n'y a pas que la Chine, nous aussi en Corée on a été très intéressés par Strauss, et qui est paru donc en 2019. Alors en fait le mieux dans cette histoire ce serait d'écouter justement Liu Xiaofeng lui-même. Comment est-ce qu'il explique l'introduction de ses pensées très, très à droite et le virage que lui et Gan Yang ont connu dans les années 2000. Alors, pour cela, nous avons l'avantage d'avoir une traduction tout à fait excellente par notre regretté collègue défunt prématurément, Joël Toraval, dans ce numéro de l'excellente revue Extrême-Orient, Extrême-Occident, la revue numéro 31 qui est parue en 2009 et qui s'intitule Regard sur le politique en Chine aujourd'hui, et qui rassemble de manière très utile et très compétente des textes justement de ces intellectuels chinois de tous bords,
concernant la question du politique. Alors, le politique, à ne pas confondre avec la politique. Alors, dans ce texte de Liu Xiaofeng, traduit par Joël Toraval, qui s'intitule Léo Strauss et la Chine, une rencontre autour de l'éthos classique, Liu Xiaofeng dit ceci: dans les années 1980, c'est-à-dire celui qu'il a connu en tant qu'étudiant, Liu Xiaofeng, le monde intellectuel chinois a de nouveau connu une importation à grande échelle de la pensée académique occidentale. Si l'on prend comme référence l'année 1898, au moment où Yan Fu publie une version chinoise de Evolution and Ethics de Thomas Huxley et met la main à sa traduction de The Study of Sociology de Herbert Spencer, on peut considérer qu'il s'agit de la troisième importation massive de ce genre par les intellectuels chinois, importation qui se poursuit de nos jours. Bon, la première importation à laquelle il fait allusion, je lis pas le texte in extenso, je choisis des passages, mais la première importation, c'est évidemment celle des jésuites, dont nous avons beaucoup parlé ici, au XVIIe et XVIIIe siècle. Ensuite, selon Liu Xiaofeng, le deuxième grand moment, c'est la fin du XIXe siècle, et maintenant, nous en sommes au troisième grand moment. Alors, de son côté, la période qui s'étend du mouvement du 4 mai 1919 à 1966 peut être vue comme la deuxième étape de ce processus. Son résultat le plus remarquable consiste dans la traduction complète des œuvres de Marx, Engels, Lénine et Staline, ainsi que dans les versions chinoises des classiques occidentaux, sélectionnés selon la perspective du marxisme. S'il est vrai que le marxisme constitue la forme radicale du mouvement de pensée des Lumières, la traduction en chinois de ces quatre auteurs communistes, qui marquent l'aboutissement du processus ainsi ouvert par le 4 mai 1919, atteste du degré d'institutionnalisation atteint dans l'acceptation de la pensée des Lumières par les intellectuels chinois. Alors, Liu Xiaofeng poursuit en disant « Les lettrés ou intellectuels chinois ont toujours importé la pensée occidentale de manière sélective, contrairement par exemple au Japon, où cette importation s'est faite de manière plus systématique en suivant chaque fois la mode en vigueur en Occident. » Bon, alors là, c'est le préjugé spécifiquement chinois envers le Japon, que les Japonais sont juste des suiveurs et des imitateurs. Bon, bref. Fin de la parenthèse. Donc, Liu Xiaofeng poursuit en disant « Il est clair qu'à l'origine de cette situation se trouve le fait que l'adoption par les lettrés chinois des ouvrages occidentaux de politique et de droit a toujours été fonction de la vision qu'ils se faisaient eux-mêmes de la constitution d'une nouvelle Chine. » Autrement dit, ici, Liu Xiaofeng est en train de faire une distinction entre le Japon qui a, de fait, depuis le début de l'ère Meiji en 1868, introduit au Japon massivement, alors là, gros transfert technologique et culturel, des fondements justement de la suprématie occidentale vers le Japon par le biais d'un travail énorme de traduction. Ici, Liu Xiaofeng est en train de dire que les intellectuels chinois ont toujours importé de manière sélective, c'est-à-dire en fonction des intérêts qu'ils avaient à telle époque concernant la construction de leur propre ordre politique. Maintenant, on en vient donc à la position intellectuelle de Strauss, qui est connue sous le nom de philosophie politique. Mais, demande Liu Xiaofeng, mais le marxisme n'est-il pas aussi une philosophie politique? Qui plus est, non seulement il a acquis une position évidente dans notre monde intellectuel, mais il est au fondement politico-juridique de la Chine nouvelle.
Si l'on veut comprendre pourquoi Strauss est si important pour la Chine, il faut prêter attention au fait que la philosophie politique dont il se réclame est classique. Entre parenthèses, elle a, pour être plus précis, une dimension platonicienne. L'impératif classique qui caractérise la philosophie politique promue par Strauss n'est pas autre chose que le rejet fondamental de cette modernité enthousiaste et aveugle, qu'elle soit d'inspiration conservatrice, radicale ou libérale. La première raison pour laquelle nous nous intéressons à Strauss en Chine est qu'il nous permet de nous défaire d'un siècle de quête continue des différents ismes enthousiastes et aveugles venus de l'Occident. Enthousiastes et aveugles entre guillemets. Au fond, qu'il s'agisse de l'Occident ou de la Chine, les fondements devenus institutionnels du monde intellectuel et universitaire trouvent leur origine dans les Lumières du XVIIIe siècle européen. La différence, c'est qu'en Occident, les différents discours en ismes, issus des Lumières, ont déjà été complètement institutionnalisés, alors qu'en Chine, on est toujours dans un processus visant à réaliser cette institutionnalisation. En conséquence, la signification effective de la philosophie politique classique de Strauss est encore plus grande en Chine qu'en Occident. Autrement dit, là, Liu Xiaofeng revendique donc l'héritage de Strauss comme étant encore plus fondamental, plus original, plus percutant en Chine qu'en Europe. Alors, ensuite, vous avez un couplet qui vaut son pesant de cacahuètes, si j'ose dire, parce que, évidemment, ça s'attaque à certains grands noms bien de chez nous. Alors, parmi donc justement ces ismes enthousiastes et aveugles auxquels s'attaque, selon Liu Xiaofeng, auxquels s'attaque Strauss, il y a l'anthropologie. Alors, bon, comment dire, la mode de l'anthropologie. L'anthropologie n'étudie pas seulement les modes de vie des descendants des sociétés primitives, mais également la civilisation classique. Parmi les maîtres de l'anthropologie structuraliste française, on compte Claude Lévi-Strauss, dont la présence est encore vibrante ici même, mais aussi Jean-Pierre Vernant. Les spécialistes français de l'Antiquité sont nombreux. Alors, donc là, vous avez l'alliance alors de deux grands noms comme j'ai dit, de chez nous, donc l'anthropologie et donc les études grecques. Alors, les spécialistes français de l'Antiquité sont nombreux. Or, nous, Chinois, n'avons pratiquement pas traduit leurs livres. Donc là, nous sommes au début des années 2000. Donc là, toute la production dont j'ai parlé tout à l'heure n'existait pas encore. En revanche, on dispose de traductions d'au moins trois ouvrages de Vernant. De toute évidence, la popularité de Vernant dans le monde intellectuel chinois n'est pas due au fait qu'il est un spécialiste de la Grèce classique, mais au fait qu'il est un représentant de l'anthropologie structurale d'inspiration marxiste. L'anthropologie religieuse de la Grèce ancienne de Vernant et l'anthropologie religieuse des sociétés primitives de Lévi-Strauss sont comme les deux lames d'une même épée, pour couper le lien avec la tradition classique et transformer les principes de l'éducation traditionnelle, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Comme le dit Vernant lui-même, l'objet de recherche de Lévi-Strauss est passé et là Liu Xiaofeng cite Vernant, est passé de la religion des peuples non civilisés à une étude comparée des religions des peuples sans écriture. Et Liu Xiaofeng de continuer en disant sa méthode consiste à établir des analogies structurales entre des discours et des phénomènes sociaux relevant de sociétés de types différents, ainsi d'établir un phénomène social total pour en induire une théorie à valeur universelle. Vernant lui-même n'a pas fait autre chose qu'accomplir ce même travail au sujet de la religion d'une Grèce antique parvenue à la civilisation
et développer ainsi l'étude comparatiste de la religion d'un peuple possédant l'écriture. Ce faisant, il faisait pénétrer l'anthropologie dans les études classiques, ce cœur de l'enseignement des humanités en Occident. Alors, vous voyez, alors là, nous avons un discours qui est quand même très très articulé, mais vous voyez cette attaque frontale contre justement ces ismes de la modernité occidentale, a commencé donc par cette mode de l'anthropologie qui, selon Liu Xiaofeng, a des fondements extrêmement solides en France. Donc ça, c'est le premier point. Nous continuerons donc le propos de Liu Xiaofeng la semaine prochaine. Vous verrez que ça continue un petit peu sur le même ton. Donc ça promet beaucoup pour la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt.